L'invité du grand entretien est l'homme clé de la reprise économique, la sortie des aides de l'État, nos vacances d'été, la consommation, tout ce qui concerne notre porte-monnaie. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Darius Rochebin. Vous êtes Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances, de la relance. Faisons le scénario heureux, on s'accorde une minute complètement rose. La reprise se confirme à très haut niveau. Les chiffres, on les rappellera dans un instant, sont déjà très encourageants. On peut accélérer les mesures d'allègement sanitaire. Pas de nouvelle vague. Si en plus la France gagne l'euro, c'est le bonheur. Ce sera un vrai bonheur si la France gagne l'euro, oui. Ouais. Et je pense que nous aurons effectivement une croissance forte en 2021, tout simplement parce que nous avons transformé notre appareil économique pendant 3 ans avec le président de la République et surtout engagé la relance très tôt. Dès la fin du mois d'août 2020, on commençait à décaisser des aides de la relance et à l'heure où je vous parle, nous avons déjà engagé 36 milliards d'euros sur les 100 milliards d'euros de la relance. Ça paye, la croissance est de retour et nous recréons des emplois, comme viennent de l'indiquer les derniers chiffres. Après, il faut toujours garder un temps d'avance. On a protégé en 2020, nous relançons en 2021, nous allons avoir une croissance forte et nous aurons retrouvé, je crois, début 2022, le niveau d'activité que nous avions avant crise. Mais ensuite, il faut déjà se demander, comme on le fait avec Emmanuel Macron, qu'est-ce que nous voulons comme croissance au sortir de cette crise? Quel niveau par rapport aux États-Unis? Et quel type de croissance? Une croissance plus verte, plus juste? C'est déjà ces combats-là qu'il faut préparer. Alors, on va parler aussi des réserves, des risques qui existent et qui sont aussi importants. Mais si on reste un instant à ce climat d'optimisme, c'est votre tweet tout à l'heure en soutien des Bleus, dans ce bureau de Bercy qui est le vôtre. Vous dites combien vous y êtes attaché avec le maillot des Bleus. Est-ce que l'optimisme a des effets économiques? Est-ce que vous sentez là quelque chose qui est en train de se passer? Je vais être très franc avec vous. Il m'est arrivé de dire que oui, si on gagnait la Coupe du Monde, si on gagnait l'euro, ça aurait des effets économiques. Je suis bien obligé de reconnaître que c'est des effets qui sont assez modérés dans le temps. C'est un bonheur personnel, c'est une joie collective, et ça compte pour une nation comme la France, la joie collective. Mais les résultats économiques dépendent d'autre chose. Ça obéit à des ressorts plus profonds. C'est les choix que nous avons faits de soutenir l'investissement, de soutenir aussi la demande, de relancer très tôt, de décaisser le plus vite possible. C'est ça qui paiera, c'est l'attitude des Français, c'est le travail des salariés, c'est l'esprit de conquête des chefs d'entreprise. C'est ça qui fera la différence. La consommation, on dit que les Français ont économisé quoi, plus de 140 milliards. Plus de 140 milliards. Le gouverneur de la Banque de France indiquait ce matin qu'on pourrait atteindre 180 milliards d'euros d'épargne d'ici la fin de l'année 2021. Mais la contrepartie positive, c'est que les Français se sont remis à consommer et que cette consommation tient. Ce n'est pas qu'un feu de paille. Nous avons eu ce matin les chiffres de carte bleue de la deuxième semaine de juin. Ils sont 13 à 14% supérieurs à ce que nous avions la même semaine de 2019. Donc ce n'est pas une simple flambée, ça se poursuit. C'est un peu moins fort que la première semaine, mais ça reste à un niveau très élevé. Ce désir de consommer, plus 13 ou 14%, dites-vous, sur la carte bleue, c'est déjà très considérable. L'avion, ce sera un critère très important. On y arrive, les vacances d'été. Est-ce que les Français reprennent l'avion? L'avion, ça redémarre. J'ai fait le point hier avec la présidente d'Air France, Anne-Marie Couderc. Ça redémarre en Europe. C'est évidemment beaucoup plus compliqué sur le long courrier, donc il faudra attendre un peu plus de temps pour le long courrier, mais sur l'Europe, ça redémarre, et surtout sur l'aéronautique, sur l'industrie aéronautique, et pas sur les compagnies aériennes. Là, on a de très bonnes nouvelles. Airbus a annoncé qu'ils ouvriraient à Toulouse cette fameuse ligne de production de l'A320 allongée, l'A321, plus tôt que prévu. Les cadences augmentent. Donc l'industrie aéronautique, qui était pour moi un vrai sujet de préoccupation, parce que j'avais peur qu'il y ait un effondrement, nous l'avons soutenu, nous avons fait un plan aéronautique avec le Premier ministre et le Président de la République, ça a bien fonctionné, ça a protégé les commandes d'Airbus et aujourd'hui ça redémarre. Alors, redonner foi dans l'économie qui redémarre, vous savez que ça passe aussi par l'allègement des mesures sanitaires. Certains plaident pour aller même un peu plus vite, puisque visiblement les chiffres, en tout cas semblent l'indiquer, le permettraient. Le port du masque allégé plus rapidement, le couvre-feu supprimé plus rapidement. Est-ce que selon vous, ce serait un facteur d'optimisme, un facteur de confiance? Ce n'est pas à moi de le décider, je ne suis pas ministre de la Santé, je ne suis pas responsable des mesures sanitaires. Mais du point de vue économique. Mais du point de vue économique, je pense que le seul obstacle à une croissance forte, c'est le retour de nouvelles vagues de la pandémie.
Donc je ne suis pas favorable à ce que nous accélérions le rythme de manière déraisonnable. Je pense qu'il vaut mieux aller au bon rythme, lever les contraintes qui pèsent sur nous tous, elles sont désagréables, elles pèsent sur nous tous, mais uniquement au moment où on nous dit que c'est effectivement possible et que ça ne pose pas de risque sanitaire. Et je veux appeler à nouveau le plus grand nombre de Français à se vacciner, parce que la meilleure réponse à la crise économique et la meilleure garantie de la croissance, c'est la vaccination collective. Supprimer le couvre-feu le 23 juin plutôt que le 30 juin, mais ne nous ça sert à rien. pas. Moi, je crois que lorsqu'on est convalescent, la pire erreur qu'on puisse faire, c'est surestimer ses forces, se précipiter pour courir un 100 mètres. Il faut reprendre la vie normale progressivement. C'est exactement ce qu'on fait sur les aides aussi. On ne retire pas brutalement les aides, on fait ça progressivement. C'est la garantie que ce sera une croissance solide à la sortie. Alors, on a vu le verre à demi plein, voyons le verre à demi vide, y compris quand on regarde les chiffres de la croissance. Vous l'avez dit, ce sont des chiffres très bons, surtout si on les compare à la moyenne de la zone euro. C'est la Banque de France qui les donne. La prévision pour 2021 qui est de 5,75%. C'est une performance en soi. Ça l'est un peu moins si on compare au Gadin de 2020 qui est de moins 8,3. Comment est-ce que vous l'estimez, vous ? D'abord, 2020, finalement, c'est moins 7,9. Corrigé, donc c'est la preuve que c'était moins terrible que ce qu'on avait annoncé, même si c'est la plus forte récession depuis plusieurs décennies. Je pense que nous avons, avec la majorité, avec le président de la République, collectivement, avec les entrepreneurs, avec les organisations syndicales, réussi deux choses majeures. Protéger les salariés et les entreprises et relancer l'activité économique très rapidement. On n'a pas fait de faux pas. Et c'est des décisions collectives et des choix collectifs. Maintenant, ce qui compte, c'est d'anticiper ce que, une fois encore, nous voulons à la sortie de la crise. Les problèmes structurels de la France restent à régler. Il y a un certain nombre de problèmes structurels qui restent à régler devant nous. Et c'est déjà à ça maintenant qu'il faut s'atteler. Comment est-ce qu'on investit davantage pour rester dans le peloton de tête des nations technologiquement développées? Comment est-ce qu'on accompagne la formation des salariés? Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Pour que ceux qui vont perdre leurs emplois dans des secteurs qui vont disparaître avec la crise puissent en retrouver dans d'autres secteurs où on va créer de l'activité. Prenez les batteries électriques, prenez l'intelligence artificielle, prenez les ingénieurs, ou dans toutes sortes d'autres secteurs, il y a des emplois qui vont être créés. C'est le deuxième défi. Et puis, le troisième, c'est que collectivement, nous arrivions à travailler davantage pour garantir le niveau de vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Sans aller jusque-là, très vite, dès lors que les aides de l'État vont diminuer, vous avez dit que le quoi qu'il en coûte, la sortie sera de toute façon progressive, mais à un moment donné, il faudra oui, en sortir. Nous en sortons. Le patronat, nous en sortons progressivement, mais nous en sortons. 5% selon, je crois, ou de mes yeux, 5% des entreprises seront en difficulté de remboursement. Est-ce que ça veut dire que le risque de faillite sera de cet ordre-là ? Je ne vais pas donner de chiffres sur le risque de faillite. Je pense que nous avons maintenant tous les dispositifs pour prévenir des risques de faillite. On a mis notamment en place un système d'alerte précoce qui est unique au monde, où on va croiser les données de la Direction générale des entreprises, la Banque de France, la Direction générale des finances publiques, pour repérer le plus tôt possible une entreprise sur un territoire, une PME, une TPE qui est en difficulté, lui signaler ses difficultés, lui dire venez, on va vous trouver une solution, tout ça évidemment de manière totalement confidentielle, pour prévenir le risque de faillite. Est-ce qu'il y a un risque de deuxième effet plus désagréable? Les Français, vous l'avez dit, vont pouvoir dépenser ce qu'ils ont épargné. Ensuite, ça risque d'être un peu plus dur quand ils seront ramenés à leurs revenus de base, quand la perfusion étatique cessera dans l'économie. Est-ce que là, on risque la fameuse reprise en W, où ça remonte, mais ensuite ça redescend? Non, je ne crois pas à cette hypothèse-là. Je reste très prudent, mais je ne crois pas à cette hypothèse-là. Pourquoi? Je pense que, parce que, une fois encore, nous avons fait le travail d'assainissement de l'économie depuis 2017, que nous avons réformé la fiscalité en profondeur pour permettre aux investisseurs de venir en France, parce que nous avons réformé et simplifié la vie des PME, parce que nous avons simplifié le droit du travail. Nous avons pris un certain nombre de mesures structurelles qui nous permettent de rebondir vite et de rebondir fort. Mais la crise est passée par là. On voit beaucoup de gens qui refusent. Les restaurateurs le disent. Ils le disaient ici même il y a une semaine. Il y a beaucoup de secteurs où on n'arrive simplement plus à recruter parce que les gens se sont habitués à l'intérim, au télétravail. Tout ça complique les choses. Mais c'est le grand défi, Darius Rochebain, de la France pour les années qui viennent, auquel nous nous sommes attaqués depuis le début du quinquennat. La crise est passée, on a protégé, on a répondu, on a relancé. Mais il reste ce sujet fondamental en France, le travail. Comment est-ce qu'on fait pour mieux rémunérer
le travail de ceux qui sont les plus modestes. On a fait beaucoup avec le gouvernement, prime d'activité, prime des fiscalités, 170 € de plus par mois pour une personne au niveau du SMIC. Mais cette question du revenu des personnes les plus modestes reste une question sur laquelle il faut encore apporter des réponses et sur lesquelles nous voulons discuter avec les chefs d'entreprise. Le travail, c'est également former pour que des entreprises ne se retrouvent pas avec des problèmes de recrutement. C'est accompagner pour qu'un salarié puisse changer. Donc cette question du travail, qui structure la société française, reste aujourd'hui, à mon sens, une des questions politiques fondamentales. Et on en parlera quand on parle des retraites, évidemment, mais si on reste aux effets immédiats de l'après-crise, l'endettement, à quel point est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On en est pour la dette publique à 117% de dette publique. Vous dites salaire serein, mais 117%. Oui, je dis ça d'un air serein parce que nous savons où nous voulons aller et que nous avons procédé, je crois, depuis le début avec beaucoup de méthodes. Protéger, relancer, et puis viendra le moment où il faudra effectivement réduire les dépenses publiques. Vous-même, si vous aviez dû articuler 117%, vous n'auriez pas fait ça. Mais la vie vous surprend toujours. Oui. C'est ce qui fait son charme. En l'occurrence, le loyer de l'argent est si bas, mais dès lors qu'il je le dis sereinement parce que je n'ai pas d'inquiétude sur le financement de la dette française. Et tant je que le les dis taux sereinement. restent si bas, à quel moment est-ce que ça deviendra vraiment étranglant ? Mais ça ne sera étranglant que si nous n'avons pas de stratégie claire de désendettement. Or, nous n'avons pas de difficulté pour lever de la dette aujourd'hui. Nous avons des taux d'intérêt qui restent à des niveaux qui sont très satisfaisants. Ils étaient négatifs. Aujourd'hui, ils sont autour de plus 0,2, plus 0,3. Donc ça reste très raisonnable. Et surtout, nous savons, avec le président de la République, où nous voulons aller. Nous savons que lorsque nous aurons retrouvé notre niveau d'activité d'avant-crise, il faudra commencer à engager la stratégie que nous avons proposée aux Français de désendettement et d'équilibre des comptes publics, qui passe par 3 décisions très simples. La première, continuer à booster l'économie et la croissance. La deuxième, c'est avoir enfin une règle pluriannuelle de dépenses publiques, plutôt que chaque année se dire qu'est-ce qu'on va dépenser, se dire voilà ce que nous allons dépenser sur 5 ans, c'est beaucoup plus efficace. Et la troisième, c'est poursuivre les réformes structurelles pour l'intérêt des Français. Précisément, réforme structurelle, les marchés attendent aussi la preuve que la France se réforme. Les retraites, dans son déplacement du Lot, Emmanuel Macron disait il y aura des décisions difficiles, c'était ces 2 mots. Qu'est-ce que peuvent être les décisions difficiles ? D'abord, nous ne faisons pas ça, je tiens à le dire avec beaucoup de sérénité aussi, mais beaucoup de force. Toutes les décisions que nous prenons, que ce soit sur l'assurance chômage, sur la fiscalité, sur les retraites, nous ne le faisons ni pour les marchés, ni pour la Commission européenne, nous le faisons pour nous, pour garantir le niveau de vie de nos enfants et de nos petits-enfants, pour que la France ne s'appauvrisse pas. Et pour que tous ceux qui nous entourent, nos familles, nos proches, ne s'appauvrissent pas non plus. C'est pour ça qu'on le fait. Mais difficile. Pourquoi exactement ? Bien sûr que c'est difficile. Strictement difficile. Ça veut dire travailler plus. Globalement, les Français travailleront plus. Quand vous dites aux Français, voilà, le niveau global de travail de notre pays n'est pas suffisant, c'est pas quelque chose d'agréable à entendre. Mais les chiffres, malheureusement, sont sans appel. Nous avions le même niveau de revenus par habitant que l'Allemagne il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il est très inférieur. Est-ce qu'on se satisfait de ça ou pas ? Moi, je ne m'en satisfais pas. Est-ce qu'on se satisfait ? Donc, dans tous les cas, il faudra travailler plus. Mais c'est pas travailler plus chacun comme si les Français ne travaillaient pas individuellement suffisamment. C'est globalement, c'est que le chômage soit plus bas. Pourquoi est-ce qu'on serait la seule nation développée qui se résignerait à ne jamais avoir le plein emploi ? Désolé, le chômage, c'est comme ça, c'est ce que disait François Mitterrand. Le chômage, on a tout essayé. C'est faux. On va continuer à essayer des choses nouvelles pour parvenir au plein emploi. Pourquoi est-ce qu'on se satisferait qu'en France, les plus de 55 ans soient si majoritairement écartés du marché du travail, là où dans d'autres pays européens, on dit mais c'est de l'expérience, c'est de la compétence, il faut les garder sur le marché du travail. Pourquoi est-ce qu'on se satisferait qu'un jeune ait autant de mal à trouver la voie d'entrée sur le marché du travail? On a apporté des solutions, ça donne des résultats, il faut continuer dans cette direction. C'est la compétition mondiale. Vous le rappelez, il y a quelques heures, Joe Biden arrivait à Genève pour rencontrer Vladimir Poutine. On voit bien à quel point les États-Unis sont en train de redessiner leur politique étrangère. Nouvelle attitude aussi à l'égard des Européens. Ça a été ce G7 où il y a eu Emmanuel Macron et Joe Biden qui affichaient une entente tout à fait inédite par rapport à la période Trump. Est-ce que réellement ça va changer quelque chose ? Ça change des choses très concrètes. Et cette entente est préférable au chaos que nous avions quotidiennement avec le président Trump.
ça a changé des choses très concrètes qui touchent la vie de nos compatriotes. Accord Airbus-Boeing. Aujourd'hui même. 5 années, aujourd'hui même. Ouais. 5 années, nous avons la garantie que nous n'aurons pas de taxe sur les viticulteurs français. Ils ont souffert, les viticulteurs, de cette taxe. Souffert très durement. Ils n'arrivaient pas à exporter, ils n'arrivaient pas à vendre. C'est leur chiffre d'affaires, c'est leur niveau de vie qui était touché. Là, pendant 5 ans, nous savons qu'on va essayer de trouver un accord définitif. Et j'appelle, sur la base de cet accord provisoire, à ce qu'on travaille d'arrache-pied, Commission européenne et États-Unis d'Amérique, pour parvenir à un accord définitif et régler définitivement ce contentieux entre Airbus et Boeing, qui ne fait qu'un vainqueur, le géant chinois Comac. Deuxième exemple concret, nous avons, après 4 ans de travail, où nous nous sommes engagés avec le président de la République avec beaucoup de force, nous avons obtenu un accord sur la taxation des multinationales et sur la taxation des géants du digital. Si le président américain n'avait pas renversé l'opposition systématique des États-Unis, nous n'aurions pas obtenu un accord au G7 de Londres. Donc c'est des évolutions très concrètes, positives. Avec leurs limites, je recommande votre livre, L'Ange et la Bête, où on voit à quel point les États-Unis, même quand ils donnent des signes d'amitié, défendent leurs intérêts, intérêts d'empire. Vous avez, les fameuses images, vous avez entièrement raison. Ouais. Entente ne veut pas dire et ne voudra jamais dire alignement. Ouais. Que nous nous entendions bien avec les États-Unis d'Amérique, que nous trouvions des accords sur la fiscalité internationale, sur le différend Boeing-Airbus, c'est une très bonne chose. Ça ne veut pas dire pour autant, et le président de la République était très clair là-dessus, que nous allons nous aligner sur les États-Unis d'Amérique qui ont d'autres intérêts. Les images de ce G7 où chacun rivalise la main dans le dos. Hein. Ça, c'est le fameux geste d'amitié où chacun vraiment rajoute. Voilà. Ça, c'est là. On ne sait pas très bien la limite de ce que ça veut dire réellement diplomatiquement. En réalité, la brutalité des rapports de puissance reste, quels que soient les présidents. Elle reste quels que soient les présidents, et surtout, la crise change beaucoup de choses. C'est-à-dire en matière économique et financière, nous allons assister à des révolutions brutales où l'Europe doit jouer toute sa partition. La première, c'est les investissements dans les technologies et la maîtrise des technologies qui garantissent la souveraineté. Ça va aller très vite. Qui va maîtriser l'hydrogène ? Qui va maîtriser l'intelligence artificielle? Qui va maîtriser la production de semi-conducteurs dont chacun a compris à la faveur de cette crise qu'ils étaient absolument stratégiques? La relocalisation des chaînes de valeur va être un combat au couteau. Et ce combat, l'Union européenne doit le livrer en investissant. Deuxième élément, quelle attitude face à la Chine? Est-ce qu'on s'oppose brutalement à la Chine ou est-ce qu'on essaye au contraire d'engager la Chine avec une approche européenne qui nous soit propre? Ça va aussi être un combat difficile. Troisième exemple, l'accélération de la transition écologique qui est absolument indispensable, mais qui va demander de la part de l'Union européenne des décisions difficiles. La taxe carbone aux frontières, qui est une des grandes volontés du président de la République pour la présidence française de l'Union européenne. Soyons lucides, peu de monde en veut, mais elle est indispensable pour protéger nos intérêts économiques et nos choix environnementaux. Sur la dureté américaine, vous avez signé des pages très impressionnantes. Alors c'était Donald Trump. Vous racontez des scènes inouïes où il se fiche de vous, littéralement. Hein. Vous êtes avec Emmanuel Macron, vous êtes là. Et puis il fait mine de ne pas l'écouter parce que toujours ce rapport de force entre les Américains et les Français qui était poussé à l'extrême à ce moment-là. Il dit, vous êtes très beau. Hein. Vous avez un beau ministre, là. C'est son obsession. Il répète ça plusieurs fois. Oui, mais c'est une façon de déstabiliser son interlocuteur. Moi, je constate tout simplement que Donald Trump n'est plus là et que la taxation minimale va être là. Donc finalement, la persévérance paye. C'est peut-être la seule morale positive de l'histoire. La persévérance, le courage politique paye. Sur les Allemands, vous dites les mêmes choses. Attention, amis bien sûr, mais très souvent, ils vont dans leur coin négocier de leur côté, y compris avec les Américains. Et là aussi, vous avez des pages très, très critiques. Attention à tous ceux qui bêlent sur l'Europe. Bien sûr, l'Europe, mais chaque nation défend ses intérêts, c'est parfaitement légitime. Ce qui fait le propre de l'Union européenne, c'est de rassembler les intérêts de ces nations pour résister à la concurrence américaine et à la rivalité avec la Chine. Et quand je cite les semi-conducteurs, les batteries électriques, l'intelligence artificielle, je pourrais citer aussi les lanceurs spatiaux et la politique spatiale, seule aucune nation européenne ne s'en sortira. Il faut que nous rassemblions tous nos efforts. Et sur tous ces investissements technologiques dont dépend notre souveraineté, il faut rassembler les forces européennes. Dans tout ça, la France, alors quand on vous lit depuis des années, mais surtout ces derniers temps, alors il y a une référence au modèle français historique
Mazarin, Louis XIII, Colbert, Louis XIV. Alors, les anglo-saxons, quand ils lisent ça, ils ricanent, vous savez très bien. Ils disent, ah voilà encore le français avec son obsession de l'État central. Ils s'inquiètent parce que finalement, ça marche pas si mal que ça. Vraiment, ça marche. L'État central, finalement, ça marche bien. Moi, je crois profondément qu'il a besoin d'une décentralisation en profondeur dans notre pays. Mais de la décentralisation ne veut pas dire qu'on abandonne les parties de l'État efficaces, centralisées, dans lesquels se jouent des enjeux de souveraineté majeurs. Prenez l'exemple des finances, et évidemment j'y suis particulièrement attaché, elles ont montré, et les fonctionnaires du ministère des Finances ont montré, qu'en période de crise, ça tenait. Que lorsqu'il fallait apporter une aide à un restaurateur du Gers en 24 heures, eh bien ils étaient capables de le faire. Donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. De cette crise, il faudra aussi tirer des leçons sur le fonctionnement de l'État, sur la décentralisation qui peut être nécessaire, mais il y a aussi des pans entiers de l'État qui sont efficaces parce qu'ils sont centralisés. Il y a une forme d'étatisme qui marche. Exemple récent, le Rafale, qui commence vraiment à se vendre très bien, alors que c'est une société d'assaut qui parfois se confond un peu avec l'État, y compris, pardon, c'est un peu un lien national, mais la Suisse, la vente des Rafales à la Suisse se précise, n'est-ce pas ? On a eu déjà des belles décisions avec l'Égypte, j'y étais hier. C'est des signaux qui sont très importants. Combien de Rafales à l'Égypte ? Nous verrons 30. Nous verrons ce qui va se passer avec la Suisse. C'est la décision souveraine de la Suisse. Elle est imminente. Mais je pense quand même que c'est une belle histoire française. Et qui en dit long aussi sur la psychologie française. On a fait un merveilleux avion qui est dans la tradition aéronautique française. Cher, c'est 100 millions de pièces à peu près. Il est cher parce qu'il est beau et parce qu'il est efficace. Vous êtes un très bon vendeur, mais parfait là. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'est pas arrivé à le vendre et donc immédiatement, une espèce d'esprit critique a gagné tout le corps social français. Et on a expliqué que le Rafale était trop cher, pas efficace, qu'il ne correspondait pas, que c'était un gigantesque échec industriel. Mais prenons confiance en nous. Avec le temps, nous avons réussi à montrer que c'était un très bel avion, que l'industrie aéronautique française était puissante, militaire et civile, et que maintenant nous arrivions à le vendre. Je pense que c'est une histoire révélatrice de cette confiance que la nation française doit retrouver dans ses capacités. Quand vous invoquez la grande histoire, on est frappé d'une espèce de bonheur que vous avez à être ministre. C'est vrai que, bon, on verra comment ça évolue, mais ça se passe plutôt bien en ce moment. Être héritier de ces très grands ministres du passé, etc., tout ça vous plaît ? Ce n'est pas le mot de bonheur que j'emprunterais, même si je suis très heureux dans mes fonctions. Mais c'est un honneur. C'est pour ça qu'on fait de la politique. C'est pour, à un moment donné, se dire qu'on donne le meilleur de soi-même. Là, bien sûr, ça marche. Mais ce qui est beau et instructif dans une vie politique, c'est de connaître des défaites. J'ai connu des défaites cinglantes, très dures à vivre, très amères, où vous vous retrouvez du jour au lendemain tout seul. Et puis, vous vous relevez. Et vous obtenez cet honneur de servir les Français, surtout en période de crise. Quand on a cet honneur-là, je pense qu'il faut le goûter à chaque instant. Le rapport avec Emmanuel Macron, alliance de raison, vous expliquez bien comment il n'y a pas d'affect inutile, tout est très organisé, vous vous tutoyez en privé, vous voyez en public, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça, mais je garde mes relations personnelles avec le président de la République entre lui et moi. Mais ce qui est important pour les Français, c'est qu'ils sachent qu'entre le ministre des Finances et le président de la République, les choses se passent de manière simple, directe, efficace. Et c'est la raison pour laquelle, très tôt, je me suis engagé lorsqu'il était candidat face à Marine Le Pen, et que très tôt aussi, je me suis engagé pour dire « je souhaite qu'il soit candidat ». Et je soutiendrai Emmanuel Macron pour sa réélection en 2022. Votre regard sur la société, je renvoie à vos mémoires provisoires, L'Ange et la Bête. On est frappé de votre côté bien blanc, comme dit Louis de Funès dans un. Vous êtes très catholique, il y a des scènes assez extraordinaires où vous portez le cierge en eau blanche. Voilà. C'est pas une honte ? Non, c'est certainement pas une honte, mais c'est un monde qui a rétréci, vous le savez bien, démographiquement. Est-ce que vous comprenez le sentiment de ceux qui souffrent de ça, que ce monde-là soit plutôt un reflux, encore une fois, pas du tout moral, mais simplement numérique ? Non, il ne faut pas en souffrir. Tout simplement parce qu'il y a des permanences françaises. Et que c'est à ces permanences qu'il faut penser, plutôt que de systématiquement aller chercher des modèles à l'extérieur. Regardons les permanences françaises. Il y a une permanence française qu'on a parfois du mal à vivre. C'est que nous sommes tous les héritiers de 1789, qui a divisé le français entre le citoyen et l'individu. Et ce qui me frappe beaucoup dans la période contemporaine, c'est que finalement l'individu prend le pas sur le citoyen. Donc on pense à nous, à notre intérêt personnel, à notre situation personnelle. Nous oublions que nous sommes la partie d'un tout
qui est la République et la nation française. Pardon, ça n'est pas toujours si heureux. On le voit encore ces dernières heures. La polémique sur le genou à terre, tout à l'heure, dans le match face à la... Darius Rochebain, Les épargnons-nous. problèmes de Youssoupha, tout ça, selon vous, ce sont de fausses polémiques? Mais pourquoi perdre tant de temps sur des polémiques inutiles? Et pourquoi ne pas réconcilier en nous l'individu qui a sa vie personnelle, ses aspirations personnelles, et le citoyen qui participe à la vie collective et qui vous tire vers le haut? Parce qu'appartenir à quelque chose de plus grand que vous, qui est la nation française, ça vous tire vers le haut et je vais vous dire, ça vous remplit de bonheur. Quand je vois les joueurs de foot qui veulent manifester une conviction contre le racisme, contre les discriminations, mais pourquoi chercher une polémique là-dessus? C'est un geste qui est fait par beaucoup d'autres équipes. Pourquoi est-ce que nous serions la seule nation à condamner son équipe parce qu'elle lutte contre les discriminations? La seule chose que je souhaite, c'est qu'ils gagnent ce soir. Mais leur geste est un beau geste et je ne vois pas pourquoi ils prêteraient à la polémique. Bruno Le Maire, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir sur LCI. Merci à Laurie Madil, Enora Lemerdi, Quentin Briand, Clémence Monet-Frisch qui ont préparé l'émission. La vie politique reste au cœur de LCI. Tout de suite, la diffusion de la grande confrontation animée hier par David Pujadas pour les régionales pour l'Île-de-France. Très belle soirée sur LCI.